Les sœurs jumelles Jessica et Jennifer Callahan ont disparu après avoir assisté à une fête au bord de la piscine dans leur petite ville de l'Ohio par une chaude nuit d'été en 1987. Elles n'avaient que 17 ans, avec toute la vie devant elles, lorsqu'elles ont tout simplement disparu, laissant derrière elles des parents dévastés, une communauté ébranlée et une série de questions sans réponse qui tourmenteraient tout le monde pendant près de 2 décennies. 19 ans plus tard, une vieille cassette vidéo a été découverte dans le grenier d'une maison démolie, et son contenu effrayant menaçait de finalement percer le mystère qui hantait la famille Callahan depuis si longtemps. Cette soirée, telle que les Callahan la connaissaient, s'est terminée d'une manière qui allait marquer les années. La fête était censée être le point culminant de l'été, une célébration de la jeunesse et de la liberté avant la rentrée. Les filles avaient quitté la maison vers 18 h, leur rire résonnant dans le couloir tandis qu'elles débattaient de maillots de bain et de lacs. « Ne rentrez pas trop tard », leur cria leur mère, Linda, debout sur le seuil de la porte, regardant ses filles presque identiques en tout, à l'exception de la mèche bleue que Jennifer avait ajoutée à ses cheveux ce printemps-là, entassés dans la voiture de leur ami Mandy et filés à toute vitesse sur Maple Lane. C'était la dernière fois que quelqu'un de leur famille les verrait. Les heures qui suivirent minuit s'étirèrent péniblement tandis que Linda et son mari Frank arpentaient le salon, l'horloge résonnant bruyamment dans le silence. Jessica et Jennifer n'étant pas rentrées à 1 h du matin, l'inquiétude fit place à la panique. Linda appela les parents de Mandy. Mandy était rentrée saine et sauve et leur annonça avoir déposé les jumeaux à quelques rues de chez eux vers 23 h 30. Personne d'autre ne les avait vus et ils n'avaient pas appelé. Leur lit était vide à l'aube. La police locale ratissa chaque rue, champs et bois autour du domicile des Callahan. Amis, voisins et parfaits inconnus se joignirent aux recherches, cherchant désespérément le moindre signe des filles. Des tracts arborant les visages souriants des jumelles, la fossette de Jessica à gauche, celle de Jennifer à droite apparurent sur les poteaux téléphoniques, dans les vitrines des magasins et au journal télévisé du soir. La famille lança des appels devant les caméras. Des veillées aux chandelles furent organisées sur la place publique. Des informations arrivèrent, mais toutes restèrent lettres mortes. Les jumelles semblaient s'être évaporées. Les années qui suivirent furent un tourbillon de chagrin, d'interviews et d'espoir déclinant. Linda garda la chambre des filles telle qu'elle l'avait laissée, refusant de changer les posters au mur ou les vêtements soigneusement pliés dans leur tiroir. Frank se replia sur lui-même, se rendant au commissariat chaque mois avec la même question, « Tu as des nouvelles ?» Leur jeune frère Tyler grandit dans l'ombre du deuil, apprenant à mesurer le temps avant et après la nuit de la disparition de ses sœurs. Le temps a passé, mais la douleur est restée. L'affaire s'est enlisée. Les diplômes de lycée des jumelles ont été envoyés par la poste, non réclamés. Linda n'a jamais manqué un seul anniversaire, préparant 2 gâteaux chaque mois de juillet et chantant seule. En 2006, il ne restait que des prospectus défraîchis et des histoires murmurées. Puis, une équipe de démolition travaillant à l'autre bout de la ville a découvert un carton poussiéreux dans le grenier d'une maison abandonnée vouée à la démolition. À l'intérieur, parmi des piles de vieux magazines et de jouets d'enfants, se trouvait une cassette VHS sans étiquette, seuls les mots « Plémeux » étaient gravés sur le plastique. La police fut immédiatement appelée. Les enquêteurs se précipitèrent au domicile des Callahan, tenant cette cassette abîmée comme une capsule temporelle venue d'un monde disparu. Linda tremblait lorsque la cassette glissa dans le vieux magnétoscope, effrayée par ce qu'elle pourrait révéler, terrifiée à l'idée qu'elle puisse enfin mettre fin à des années d'incertitude ou déclencher de nouveaux cauchemars. Alors que l'écran s'allumait, tous les membres de la famille Callahan, ainsi que les enquêteurs qui avaient passé des années à les chercher, retenaient leur souffle. Ce que contenait cette cassette avait le pouvoir de répondre enfin à la question qui avait défini leur vie: qu'est-il réellement arrivé à Jessica et Jennifer Callahan cette nuit d'été de 1987 ? La cassette VHS crépitait de parasites. Des ombres dansaient sur le vieil écran tandis que le suivi s'ajustait. Pendant un instant, tout le monde crut à une impasse, un autre cruel piège de l'espoir, mais l'image devint nette. 2 filles se tenaient au bord de la piscine, indéniablement les jumelles Callahan, le visage illuminé par la lumière dorée du soleil couchant. Des rires lointains, de la musique et le doux clapotis de l'eau résonnaient dans les minuscules haut-parleurs. Jessica et Jennifer saluaient la caméra,
leurs voix se chevauchant tandis qu'elles taquinaient celui qui les filmait. C'était la dernière nuit dont on se souvenait qu'elles étaient heureuses. Linda se couvrit la bouche, les larmes ruisselant sur ses joues. Les mains de Frank tremblaient tandis qu'il attrapait la télécommande, de peur de cligner des yeux et de rater quelque chose d'important. Le silence retomba sur les filles, figées dans le temps, complètement inconscientes du cauchemar qui allait se dérouler. Au premier abord, les images semblaient innocentes, des adolescents plaisantaient, dansaient et s'aspergeaient d'eau sous des guirlandes lumineuses. C'était le genre de fête estivale que tous les parents espéraient voir leurs enfants vivre, pleine de rires, de blagues et de promesses d'éternité. Mais à mesure que la vidéo progressait, une étrange sensation s'installa. La caméra se fit plus instable, zoomant sur Jessica et Jennifer, debout au bord de la piscine, chuchotant entre elles. Le son se coupa, puis revint juste à temps pour entendre Jennifer dire « Tu es sûr qu'on devrait y aller ?» répondit Jessica, « C'est juste une petite aventure. On reviendra avant que personne ne s'en aperçoive. » L'image sursauta tandis que la caméra suivait les jumelles s'éloignant de la piscine. Elles franchirent une porte latérale, jetant un coup d'œil par-dessus leur épaule et riant. L'écran devint noir pendant quelques secondes assez longtemps pour que Linda réfléchisse à tout puis passa à un plan tremblant des filles marchant dans une rue éclairée par la lune. Leur voix était plus douce, l'excitation mêlée de nervosité. « Je crois qu'on est perdu », gloussa Jessica en essayant de déchiffrer un panneau de signalisation. Jennifer la poussa du coude pour la faire taire avant qu'elle ne se fasse prendre. Soudain, des phares s'allumèrent au loin, illuminant les jumelles une fraction de seconde avant qu'elles ne disparaissent. Le son de la bande se déforma, ne captant plus que le grondement lointain d'un moteur. Quand l'image revint, les filles avaient disparu, ne laissant derrière elles qu'une rue déserte. La bande s'arrêta brusquement, laissant place à des parasites. Linda halta, tremblante, tandis que Frank la rembobinait, cherchant désespérément un autre indice mais c'était tout. Les derniers moments enregistrés de Jessica et Jennifer Callahan. La salle s'est mise à s'interroger, qui a filmé la cassette? D'où venait-elle? Pourquoi était-elle restée cachée dans un grenier pendant près de 2 décennies? La police a saisi la cassette comme preuve et l'a envoyée pour analyse médico-légale. Pendant ce temps, les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre dans la ville. De vieilles blessures se sont rouvertes au souvenir des perquisitions, des accusations et des impasses. Des cars de reportage stationnaient rue Callahan pour la première fois depuis des années. Les journalistes spéculaient sur l'identité du caméraman, était-ce un ami, un invité à la fête, ou quelqu'un d'autre, aux intentions plus sombres? L'affaire, longtemps en suspens, reprenait vie. Les enquêteurs ont réinterrogé tous les participants à la fête ce soir-là. Certains ont affirmé ne pas se souvenir de grand-chose, d'autres se sont mis sur la défensive, affirmant n'avoir rien à cacher. Les amis d'enfance des jumeaux, désormais adultes et pères de famille, se sont réunis chez les Callahan, se remémorant chaque souvenir et chaque détail, espérant que quelque chose ressortirait. Linda et Frank restèrent serrés l'un contre l'autre, partagés entre l'angoisse de revoir leur fille vivante, ne serait-ce qu'un instant, et la nouvelle vague d'incertitude que la vidéo avait déclenchée. Pour la première fois depuis 19 ans, l'espoir subsistait que la vérité sur ce qui était arrivé à Jessica et Jennifer éclate enfin. Mais à mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément, les secrets de cette nuit d'été se révélèrent plus complexes et dangereux qu'on n'aurait pu l'imaginer. Et à mesure que la nouvelle de la vidéo se répandit, de vieilles blessures se rouvrirent à Cedar Piney. Les parents qui avaient envoyé leurs enfants à cette fameuse fête au bord de la piscine en juillet 1987 se retrouvèrent à interroger leurs souvenirs et à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. C'est devenu un tourbillon d'amis, de voisins et de journalistes. Certains apportaient de la sympathie, d'autres de la méfiance. Linda et Frank ont traversé tout cela comme des fantômes, hantés mais s'accrochant à la seule chose qui comptait, l'espoir. La police a visionné la vidéo image par image, à la recherche de détails cachés. Sur un plan, on voyait une camionnette rouge garée près de la clôture de la piscine. Sur un autre plan, on voyait un groupe d'adolescents assis ensemble, les visages flous mais la posture tendue. Les enquêteurs ont dressé la liste de tous les invités de cette soirée, en la recoupant avec les indices visuels de la bande.
L'effort a été considérable, mais aucun détail ne semblait insignifiant. Pendant ce temps, la ville grouillait de rumeurs. Certains affirmaient que les jumeaux s'étaient enfuis, alimentés par des histoires d'adolescence secrètes. D'autres murmuraient qu'une mystérieuse silhouette rôdait près de la fête, quelqu'un qui n'avait rien à y faire. Quelques habitants s'accrochaient à la croyance que les filles Callahan étaient encore en vie, retenues captives par quelqu'un en ville. Les théories débordaient, ajoutant au tourment de la famille. Linda passait ses journées à réécouter la bande, cherchant ce que la police aurait pu manquer. Elle prenait des pages de notes, encerclant les horodatages, notant les détails épars et appelant de vieux amis jusque tard dans la nuit. Plus elle regardait, plus elle était convaincue que les réponses étaient cachées à la vue de tous. Frank, lui, se replia sur lui-même. Il erra dans les chambres vides, caressant les affaires intactes des jumeaux. Leurs rires résonnèrent dans son esprit, chaque craquement de la maison lui rappelait ce qu'il avait perdu. Mais lorsque le téléphone sonna, annonçant les nouvelles des détectives, il écouta, refusant de se laisser engloutir par le désespoir. Une découverte inattendue s'est produite lorsqu'un agent a remarqué un faible reflet dans un cadre, une silhouette tenant l'appareil photo, partiellement visible dans la vitre d'une fenêtre. L'amélioration de l'image a révélé une silhouette grande et large d'épaules qui ne correspondait à aucun invité connu. Cette découverte a créé un choc au sein de l'enquête. Qui était cette personne, et pourquoi filmer les filles d'aussi près? La police a diffusé l'image du reflet au public, espérant que quelqu'un pourrait reconnaître sa posture ou sa carrure. C'était peu probable, mais les informations ont afflué presque immédiatement. Un appel provenait d'un enseignant à la retraite qui se souvenait brièvement d'un entraîneur de sport remplaçant à l'école ce printemps-là. Il avait été amical, mais resté discret à un étranger à Cedar Piney. Les enquêteurs ont retrouvé des dossiers d'emploi et ont trouvé un nom, Denny Parker. Il est parti brusquement la semaine suivant la disparition des jumeaux. La police a récupéré son dossier personnel, son adresse et une vieille photo d'employé. La ressemblance était glaçante, un homme grand, aux cheveux noirs et indiscipliné, se tenant debout, tout comme la silhouette dans le reflet de la vidéo. Soudain, l'attention s'est déplacée. Les enquêteurs ont reconstitué les déplacements de Denny Parker durant l'été 1986. Ils ont parlé à d'anciens collègues, étudiants et voisins. Certains se souvenaient de lui comme d'un homme inoffensif, d'autres se sont souvenus d'un comportement inquiétant. Le lendemain de la fête, il aurait fait ses bagages et quitté la ville sans dire au revoir. Alors que de nouvelles preuves apparaissaient, les Callahan étaient confrontés à une tempête d'émotions, colère, peur et un fragile espoir que la vérité soit enfin à portée de main. Mais chaque réponse suscitait de nouvelles questions. Pourquoi Denny avait-il filmé les jumeaux? Où était-il allé après avoir quitté Cedar Piney? Et, plus troublant encore, qu'était-il arrivé à Jessica et Jennifer cette nuit-là? Les enquêteurs ont travaillé sans relâche, contactant les forces de l'ordre dans chaque ville où Parker avait vécu depuis 1986. Certains dossiers manquaient, d'autres étaient incomplets. Une chronologie approximative s'est dégagée, il a erré de petite ville en petite ville, occupant des petits boulots, sans jamais y rester longtemps. Il semblait fuir ou se cacher. Linda et Frank étaient tenus au courant de chaque piste. L'espoir et la peur se mêlaient à chaque révélation. Linda parcourait les forums en ligne à la recherche d'histoires sur Parker et épluchait chaque article mentionnant des personnes disparues dans les villes où il avait vécu. Elle était acharnée, portée par le désespoir d'une mère. La police a réexaminé les anciens dossiers et a constaté que le nom de Parker n'avait jamais figuré dans l'enquête initiale. Son bref emploi à l'école, suivi d'un départ soudain, avait échappé aux mailles du filet. La cassette vidéo était le premier lien tangible le reliant à cette nuit-là. Les experts médico-légaux ont analysé la bande, à la recherche d'empreintes digitales ou d'ADN. La surface était dégradée et a probablement changé de main à plusieurs reprises avant sa découverte, mais ils ont retrouvé une empreinte partielle maculée. Insuffisante pour une identification formelle, mais pourtant pleine d'espoir, cela prouvait que quelqu'un avait manipulé la bande récemment, peut-être Parker lui-même. Puis vint une autre révélation, un journaliste local reçut une lettre anonyme, oblitérée de l'autre côté de l'État.
À l'intérieur se trouvait une seule photo jaunie montrant Jessica et Jennifer au bord de la piscine, bras dessus bras dessous, souriantes. La date au dos indiquait le 12 juillet 1986. À l'arrière-plan, à peine visible, se tenait une silhouette sombre encore une fois, la silhouette reconnaissable entre toutes de Parker. Les enquêteurs ont remonté la lettre jusqu'au bureau de poste d'une ville isolée. Les images de vidéosurveillance montraient un homme cagoulé, le visage détourné, en train de poster l'enveloppe. Bien que flou, sa taille et sa corpulence correspondaient. Ils ont fouillé la ville, interrogé les habitants et distribué des tracts, mais il a disparu une fois de plus. Pendant ce temps, les Callahan se débattaient avec les révélations. Frank passait des heures au grenier, à la recherche de tout ce que les filles avaient laissé derrière elles, un journal intime, une lettre, un souvenir oublié qui pourrait fournir un indice. Linda organisait des veillées aux chandelles et encourageait toute personne disposant d'informations à se manifester. Les vieux amis des jumelles se réunissaient au domicile familial pour partager leurs histoires, se réconfortant mutuellement malgré la longue et inébranlable ombre de l'incertitude. L'enquête a pris de l'ampleur. La police a mis en place une ligne téléphonique dédiée, et une autre piste a rapidement émergé. Une femme se souvenait avoir vu Parker dans le hall de son motel le soir de la fête, regardant nerveusement par la fenêtre. Au motel, son nom figurait dans le livre d'or écrit d'une écriture tremblante à côté d'une fausse adresse, mais il s'agissait bien du sien. Il a réglé sa note avant l'aube, bien avant que quiconque ne se rende compte de la disparition des filles. Chaque élément de preuve constituait un fragment d'une énigme, suscitant l'espoir tout en approfondissant le mystère. La cassette vidéo, la photographie, le registre du motel, tout indiquait Denny Parker. Pourtant, le sort de Jessica et Jennifer restait incertain. Alors que l'été avançait et que l'anniversaire approchait, Linda se retrouva au bord de la piscine, scrutant le scintillement de l'eau à la recherche d'un signe, d'une réponse. Derrière elle, Cedar Pinet retenait son souffle, attendant de voir si le passé finirait par livrer ses secrets. Le soir de l'anniversaire, les familles se sont rassemblées pour une veillée, elles ont allumé des bougies et ont lâché des lanternes flottantes sur l'eau calme. Les équipes de télévision locales ont filmé la cérémonie, et l'histoire des jumelles Callahan a refait surface, attirant une attention renouvelée et une piste inattendue. Billy Macmillan, maître nageur à la retraite, nous a contactés après avoir vu la couverture. Il se souvenait d'un événement étrange survenu cette nuit de 1986, alors que la fête touchait à sa fin, il était retourné à la piscine pour récupérer sa veste. Là, près du portail arrière, il aperçut un homme qu'il ne reconnaissait pas, l'air nerveux, jouant avec un objet métallique, peut-être un trousseau de clés ou un caméscope. L'homme s'en alla rapidement et disparut sur le parking. Sur le moment, Billy pensa qu'il s'agissait d'un parent ou d'un frère aîné. Maintenant, après avoir vu la photo de Parker, il était certain que c'était lui. Les enquêteurs ont rencontré Billy pour examiner chaque détail. Son récit indiquait que Parker se trouvait à la piscine quelques minutes avant la dernière fois que les jumeaux ont été vus. Plus important encore, il suggérait que Parker avait sur lui le caméscope ayant enregistré la cassette trouvée dans la friperie. Mais sans preuve visuelle claire ni preuve matérielle, il manquait toujours de preuves pour l'arrêter ou expliquer ce qui s'était passé ensuite. Désespéré de trouver des réponses, la police a demandé au public des informations sur les véhicules de Parker, ses associés et les lieux où il avait pu séjourner. Les informations ont afflué la plupart sans issue jusqu'à ce qu'un chauffeur de dépanneuse appelle pour signaler une camionnette abandonnée depuis longtemps, qu'il avait remorquée sur une aire de repos à la fin des années 80. Le conducteur se souvenait de la camionnette pour son odeur particulière et les piles de cassettes VHS à l'intérieur. La camionnette avait depuis été vendue aux enchères. La piste se raréfiait à nouveau. Pourtant, l'espoir, aussi fragile fût-il, subsistait dans chaque piste, chaque veillée, chaque prière maternelle pour que cet été, après toutes ces années, Jessica et Jennifer Callahan puissent enfin rentrer à la maison. Il y a des années, la police a retrouvé les archives et découvert que la camionnette avait été immatriculée au nom de Denny Parker sous un pseudonyme. À l'intérieur de la vieille camionnette, maintenant rouillée dans une casse, les enquêteurs ont trouvé des cartons endommagés par l'eau contenant des vêtements délavés, de vieux jouets et d'autres cassettes vidéo,
la plupart abîmés par le temps et la moisissure. Mais une cassette, conservée dans un boîtier en plastique, contenait un autre enregistrement bref et inquiétant, la même piscine, la même fête, mais cette fois filmée à distance, comme si le caméraman se cachait derrière une rangée de buissons. Il n'y avait aucun son, seulement des images tremblantes des jumeaux riant et jouant, inconscients d'être observés. Tandis que la police examinait les enregistrements, Linda et Frank s'accrochaient à l'espoir et à leur relation. Chaque nouvel indice était un supplice, mais aussi une bouée de sauvetage. Linda devint encore plus active en ligne, contactant des familles à travers le pays ayant perdu des enfants lors de disparitions similaires. Elle commença à déceler des schémas récurrents, des filles disparues, souvent du même âge que les siennes, dans les petites villes où Parker avait vécu ou était passé. À Cedar Piney, l'anxiété et les spéculations régnaient. La piscine, autrefois un lieu de joie, semblait désormais hantée. Les voisins chuchotaient des secrets de cette nuit-là, et de vieilles blessures se rouvraient. Alors que les soupçons grandissaient, certains habitants accusaient des étrangers, d'autres se demandaient si un habitant du coin avait aidé Parker. Les amitiés se tendaient et les Callahan, bien qu'entourés de soutien, se sentaient plus isolés que jamais. Un jour, une lettre arriva au domicile des Callahan. L'écriture était inconnue et il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule photo Polaroid, légèrement floue, 2 filles, leur visage partiellement dans l'ombre, debout près de ce qui ressemblait au bord d'une piscine, la nuit. Au dos, on pouvait lire « Elles étaient si heureuses ce soir-là ». La police analysa la photo, mais ne put confirmer s'il s'agissait de Jessica et Jennifer, ni quand elle avait été prise. Malgré tout, elle raviva l'espoir et la crainte que les filles, ou quelqu'un qui les connaissait, soient toujours en liberté, et que Parker, où qu'il soit, puisse observer la famille en ce moment même. Le mystère ne fit que s'épaissir. Les enquêteurs réinterrogèrent les invités, le personnel et toute personne ayant pu croiser Parker dans les jours qui suivirent la disparition. Progressivement, ils commencèrent à cartographier ses déplacements, le remontant jusqu'à une série de motels le long de la côte. Dans l'un d'eux, ils trouvèrent une entrée dans le livre d'or datant de la semaine suivant la disparition des jumeaux, signée seulement des initiales, DP. Une femme de ménage se souvint d'un client qui avait laissé derrière lui une forte odeur d'eau de mer et d'eau de javel, ainsi qu'un petit bracelet d'enfant gravé des initiales, JC. Pour la première fois depuis près de 20 ans, l'affaire semblait proche d'une issue. Linda, debout dans l'ancienne chambre des jumeaux, entourée d'affiches défraîchies et de souvenirs intacts, s'autorisa à croire ne serait-ce qu'un instant que des réponses pourraient enfin arriver. Tandis que les enquêteurs avançaient, une question persistait dans tous les cœurs à Cedar Piney, que s'était-il réellement passé cette nuit d'été, et la vérité serait-elle enfin à portée de main? La nouvelle du mystérieux polaroidé de la cassette retrouvée dans la camionnette abandonnée raviva l'intérêt du public à son comble. Des camions de télévision bordaient les rues de Cedar Piney, les journalistes avides de la moindre information. La maison des Callahan devint un centre de sympathie et d'attention, tandis que des inconnus bien intentionnés déposaient des fleurs sur leur porche et que des détectives d'Internet inondaient la boîte mail de Linda de théories, d'indices et de spéculations parfois cruelles. Chaque coup frappé à la porte faisait battre le cœur de Linda à parts égales, espoir et effroi. L'inspecteur Ramirez, désormais chargé de l'affaire, a organisé une réunion publique au centre communautaire local. Debout devant la foule, il a montré le Polaroid flou et une image fixe de la vidéo trouvée dans une friperie. « Nous pensons que quelqu'un ici sait quelque chose, » dit-il d'une voix ferme mais pressante. Aucun détail n'est trop petit. Un silence s'abattit sur la foule tandis que Linda et Frank étaient assis au premier rang, main dans la main, le visage marqué par l'épuisement et le désir. Après la réunion, une femme d'un certain âge, Doris, s'approcha de Ramirez. Elle avait été concierge de la piscine dans les années 80, et si sa mémoire était floue, quelque chose de cette nuit la hantait depuis des années. Elle se souvenait être arrivée tôt le lendemain matin pour faire le ménage après la fête et avoir trouvé une petite clé en argent près de la clôture arrière, une clé qui n'appartenait ni au casier ni aux équipements de la piscine. Elle l'avait donnée à son superviseur, qui l'avait jugée sans importance, mais Doris avait gardé un vague sentiment de malaise depuis. La même semaine, une enveloppe arriva au commissariat, oblitérée à 2 villes de là.
À l'intérieur se trouvaient 2 bracelets décolorés, du genre de ceux distribués à la piscine de Cedar Piney dans les années 1980. Sur l'un, au marqueur noir, était inscrit « Jess » et sur l'autre « Jen ». L'analyse médico-légale confirma l'authenticité des bracelets, et les poils de chien sur l'adhésif correspondaient à Brandy, le chien de la famille Callahan, décédé des années plus tôt. Cet indice fit bondir l'enquête. L'enveloppe contenait un court mot dactylographié, « Vous vous rapprochez ». Les enquêteurs travaillèrent alors sans relâche, réexaminant chaque élément de preuve. Les enregistrements de la camionnette, bien que pour la plupart abîmés, contenaient d'autres images de la fête, des enfants s'éclaboussant, des parents discutant. Mais un bref instant attira l'attention de l'analyste. Sur la surface vitrée de la piscine, l'espace de quelques images, se reflétait un visage partiel, un homme à la moustache épaisse et aux lunettes observant les filles. L'amélioration de l'image ne permit pas une identification claire, mais la corpulence et les traits correspondaient à ceux de Denny Parker. Tandis que la police s'empressait de retrouver Parker, Linda se tourna vers la communauté en ligne, publiant le nouveau Polaroid et demandant de l'aide pour identifier l'arrière-plan. Un détective amateur remarqua une fresque murale unique, un soleil délavé peint sur le mur d'un pool house. Un autre utilisateur se souvint d'une piscine de motel près de la côte, décorée dans le même style. Ramirez dépêcha des policiers sur place. Là, derrière une rangée de buissons envahissants, ils découvrirent un collecteur d'eau pluviale en béton recouvert de crasse depuis des années. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en fer blanc rouillé. La boîte contenait des rubans pour cheveux, un porte-clés en plastique en forme de dauphin et une bande de négatifs. Linda fut appelée au poste. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait les objets, reconnaissant le porte-clés comme celui que Jessica avait gagné à une foire quelques semaines avant la disparition. Les négatifs furent développés, révélant des photos de la fête à la piscine, certaines joyeuses, d'autres prises sous des angles étranges. Une image montrait les jumelles ensemble en maillot de bain, bras dessus bras dessous, souriant à quelqu'un hors champ. Pendant ce temps, les autorités ont finalement retrouvé Parker dans un parc à caravanes délabré de l'autre côté de la frontière. Interrogé, il a nié connaître les jumeaux et a affirmé avoir perdu son vieux caméscope chez un prêteur sur gage il y a plusieurs décennies. Faute de preuves matérielles, ils n'ont pas pu l'arrêter, mais son agitation et ses déclarations contradictoires ont convaincu Ramirez que Parker détenait toujours les pièces manquantes du puzzle. À chaque nouvel indice, le chagrin de Linda se mêlait à la détermination. Elle passait ses soirées dans la chambre des filles, écoutant les rires enregistrés sur de vieilles cassettes, regardant leurs films préférés et refusant d'abandonner. Elle promit à Jennifer et Jessica où qu'elles soient auxquelles ne cesserait de chercher jusqu'à ce que la vérité soit découverte. À la fin de l'été, la petite ville de Cedar Piney attendait. Il y eut de nouvelles veillées, de nouvelles prières et de nouvelles questions. La prochaine enveloppe contiendrait-elle la réponse, ou une autre année s'écoulerait-elle avec seulement des souvenirs et de l'espoir? L'automne arriva, apportant le silence à Cedar Piney. L'effervescence autour de la disparition des jumelles et de la découverte de la camionnette avait disparu des médias nationaux, mais en ville, l'histoire persistait dans tous les recoins. Des prospectus jaunis au portrait de Jennifer et Jessica étaient encore accrochés au poteau téléphonique, et les gens baissaient la voix lorsque Linda entrait dans l'épicerie. Pour la famille Callahan, l'absence était une douleur omniprésente, avivée par chaque rappel de ce qui aurait dû être. L'inspecteur Ramirez était de plus en plus obsédé par les détails. Il visita la piscine à plusieurs reprises, en arpentant le périmètre tard dans la nuit, convaincu qu'il avait manqué quelque chose d'essentiel. Un soir, il emmena Linda et Frank avec lui. Tous trois errèrent sur la terrasse de la piscine, désormais déserte, suivant le chemin qu'auraient emprunté les filles la nuit de leur disparition. Dans un coin oublié, derrière le vieux snack bar, Linda s'arrêta brusquement. Coincée entre deux parpaings brisés, elle vit une petite breloque en plastique, un autre dauphin, presque identique au porte-clés retrouvé dans le caniveau. Linda le serra contre sa poitrine, les larmes aux yeux. Entre-temps, les négatifs de films découverts dans la boîte en fer blanc ont attiré l'attention. Ramirez les a emmenés dans un laboratoire de la ville, où un spécialiste a minutieusement restauré les images floues. Une photo, jusque-là oubliée, montrait les jumeaux au bord de la piscine. Mais à l'arrière-plan,
presque dissimulée dans l'ombre, se tenait une silhouette. L'image était granuleuse, mais la posture avait quelque chose de troublant, un homme partiellement détourné, vêtu d'un uniforme de concierge, comparant. Grâce à de vieilles photos du personnel de la piscine, Ramirez a compris que l'homme n'était pas Denny Parker, comme tout le monde le pensait, mais Carl Moody, un agent d'entretien à temps partiel qui avait brusquement quitté la ville quelques jours après la disparition des filles. Cette piste a dynamisé l'enquête. Ramirez a réussi à retrouver Carl Moody, qui vivait désormais seul dans un comté rural isolé. Interrogé, Carl s'est montré nerveux et évasif, affirmant ne rien se souvenir de cette nuit-là. Mais sous la pression croissante, sa version des faits a pris de l'ampleur. Il a admis avoir vu les jumeaux à la fête et avoir conduit son vieux pick-up près de la piscine après la fermeture, mais a nié toute implication dans leur disparition. Malgré tout, son lien était indéniable. À la maison, Linda et Frank étaient serrés l'un contre l'autre, oscillant entre espoir et désespoir. Chaque sonnerie de téléphone faisait bondir leur cœur. Ils passaient leurs soirées assis ensemble en silence, à trier les cartons contenant les affaires de leur fille, à la recherche d'indices, d'un sens à leur histoire, ou simplement d'un moyen de se sentir proche des filles qu'ils avaient perdues. Le jour de l'anniversaire des jumelles, Linda alluma 2 bougies et les plaça à la fenêtre de la cuisine, signe pour Jessica et Jennifer qu'elles n'étaient pas oubliées. Un matin, alors que les feuilles virevoltaient et que le vent faisait vibrer la balançoire vide du jardin, une autre enveloppe arriva. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un Polaroid, Jennifer et Jessica à la fête au bord de la piscine, bras dessus bras dessous, souriant à l'objectif. Au dos, d'une écriture tremblante, figurait un message, « Tu me manques tous les jours, maman ». Le message correspondait à l'écriture des vieux journaux intimes de Linda, disparus de sa table de chevet des années auparavant. L'implication était glaçante, celui qui avait envoyé les photos avait été chez eux. La police a épousseté l'enveloppe à la recherche d'empreintes digitales, mais n'a rien trouvé. Ramirez a intensifié ses recherches, mais les réponses restaient floues. La ville s'est réunie pour une nouvelle veillée à la piscine où les filles avaient été vues pour la dernière fois. Linda a parlé doucement, d'une voix tremblante mais claire. Si quelqu'un sait quelque chose, même infime, n'hésitez pas à le faire. Ne laissez pas une autre année s'écouler sans rien dire. À mesure que l'automne s'installait, le mystère de la disparition des jumelles semblait plus impénétrable que jamais. Pourtant, Linda refusait de lâcher prise. Chaque jour, elle passait devant la piscine, devant l'endroit où la camionnette avait été retrouvée, s'accrochant à l'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, la vérité éclaterait. La recherche n'était pas terminée, et les histoires de Jennifer et Jessica non plus. L'arrivée du Polaroid anonyme bouleversa toute la famille Callahan. Linda avait du mal à dormir, son esprit tourbillonnant dans les souvenirs, repassant chaque détail de cet été. Elle se demandait comment quelqu'un avait pu accéder à ces journaux, était-il dans la maison? Avait-elle manqué un signe, un cadeau? Frank essaya de la réconforter, mais il était lui aussi bouleversé, la voyant se replier sur elle-même et devenir de plus en plus anxieuse chaque jour qui passait. L'inspecteur Ramirez a apporté le Polaroid à l'équipe médico-légale de la ville, cherchant désespérément un indice. L'image elle-même était ancienne, la pellicule était dégradée mais l'équipe a confirmé son authenticité, prise avec un appareil photo typique de la fin des années 1980. L'écriture au dos correspondait à celle de Linda, mais pas parfaitement, on aurait dit que quelqu'un avait tenté de l'imiter. Ramirez se demandait si les filles avaient emporté le journal elles-mêmes la nuit de leur disparition, ou si quelqu'un l'avait volé, avec l'intention de l'utiliser comme message pervers des années plus tard. Pendant ce temps, les théories se multipliaient en ville. Certains pensaient que les jumelles s'étaient enfuies, lassées des ragots et de la pression de la petite ville. D'autres chuchotaient des hypothèses plus sombres, trafic d'êtres humains, vengeance, crime opportuniste. Carl Moody étant sous surveillance, la police vérifia son dossier et retraça ses déplacements, mais rien ne le reliait directement à la disparition des filles ni au mystérieux Polaroid. Ramirez ressentait le poids du regard de chaque parent, leur imploration inexprimée, les retrouver. Alors que l'hiver s'installait à Cedar Piney, Linda et Frank s'installèrent dans une routine de dîner silencieux et de nuit blanche.
Mais l'espoir revint lorsque, juste avant Noël, une autre enveloppe arriva. Celle-ci était plus épaisse. À l'intérieur se trouvait une vieille cassette VHS dont l'étiquette était décolorée et presque illisible. Ramirez l'a emmenée au laboratoire, où les techniciens l'ont soigneusement visionnée sur un équipement obsolète. La cassette s'est ouverte sur des images granuleuses de la fête à la piscine, des adolescents en maillot de bain coloré couraient devant la caméra en riant et en s'éclaboussant. On y voyait sans aucun doute Jennifer et Jessica, se tenant la main et saluant la personne qui filmait. Elle semblait heureuse, insouciante. Puis la séquence a sauté. Le segment suivant a été tourné dans la quasi-obscurité, et la caméra a tremblé comme si la personne qui la tenait courait. Le faisceau d'une lampe torche a traversé le parking, apercevant les visages des jumeaux, effrayés, chuchotant entre eux, cachés derrière une voiture. Au loin, une ombre a bougé. Linda a pleuré en voyant les visages de ses filles à l'écran, réalisant que ce seraient peut-être les dernières images d'elles. Ramirez a visionné la vidéo en boucle, analysant chaque seconde à la recherche d'indices. Qui filmait? Pourquoi les images étaient-elles si décousues? Il a amplifié le son et a capté une faible voix masculine exhortant les filles à se taire, mais personne n'a pu identifier avec certitude l'orateur. La diffusion de la vidéo a ravivé l'obsession de la ville pour l'affaire. De vieux amis et camarades de classe des jumelles se sont manifestés, partageant des souvenirs et des rumeurs longtemps tenues secrets. Une jeune fille a avoué avoir vu Jennifer se disputer avec un maître nageur le soir de la fête, un détail qu'elle avait trop peur de révéler auparavant. Une autre a affirmé avoir vu une voiture s'éloigner de la piscine vers minuit, mais ne se souvenait ni de la marque ni du modèle. La cassette est devenue le centre de l'enquête, le seul artefact concret susceptible de révéler la vérité. Mais elle a aussi accentué le sentiment de perte, montrant les jumeaux si pleins de vie disparaître dans l'ombre, derrière l'objectif de la caméra. Linda se mit à rêver de ses filles presque toutes les nuits. Parfois, elle les voyait adultes, rentrant enfin à la maison. D'autres nuits, elle les voyait à la piscine, éternellement jeunes, saluant et souriant avant de disparaître à nouveau. Malgré la douleur, ses rêves devinrent sa bouée de sauvetage, un fil fragile la rattachant à l'espoir. Alors que la neige s'accumulait devant la maison des Callahan, Ramirez fit un vœu secret. Il ne laisserait pas cette affaire devenir un simple dossier en suspens. Il continuerait à chercher Jennifer et Jessica jusqu'à ce qu'il les retrouve ou jusqu'à ce que la vérité refuse de rester enfouie plus longtemps. Les matins de Noël, les sorties à la plage, il commençait à croire qu'il voyait ses filles partout, une mèche blonde à l'épicerie, une voix dans la foule. Linda essayait de le joindre, mais elle aussi se perdait dans le passé, revoyant chaque conversation, chaque dispute, chaque câlin partagé avec ses filles. Les experts judiciaires ont continué à éplucher la bande VHS. Une avancée décisive est survenue lorsqu'un technicien a remarqué un étrange reflet sur la vitre de la voiture pendant la séquence finale, frénétique, le contour d'un grand panneau, partiellement masqué. En améliorant l'image, ils ont pu lire 3 lettres. Ramirez et son équipe ont retrouvé l'ancien entrepôt de Midway, à moins d'1,5 km de la piscine. Le parking était fermé depuis longtemps, mais il avait été un lieu de rencontre populaire pour les adolescents après les heures de cours. Une équipe a fouillé le terrain envahi par la végétation et n'a rien trouvé dans un premier temps. Mais dans un placard oublié derrière le bureau principal, ils ont découvert un vieux cadenas rouillé mais intact. À l'intérieur se trouvaient des vestiges d'un ancien équipement de pisciner, chose glaçante, une serviette en lambeaux portant les initiales JC, que Linda reconnut immédiatement comme étant celle de Jennifer. L'espoir et l'effroi se livraient une guerre acharnée dans son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression que la vérité allait enfin éclater. Elle passa des heures à serrer la serviette, à murmurer les noms de ses filles, se demandant si elles étaient encore en vie quelque part, attendant que quelqu'un les ramène à la maison. Mais pour Ramirez, l'affaire n'en était devenue que plus étrange. Quelqu'un avait caché ces artefacts pendant des décennies, pour les dévoiler maintenant, morceau par morceau. Quelqu'un, quelque part, connaissait la vérité sur ce qui était arrivé à Jennifer et Jessica Callahan. Alors que l'hiver laissait place au printemps, Ramirez se préparait aux réponses, aussi douloureuses fussent-elles. La nouvelle de la découverte se répandant, Cédar Pinet se prépara.
le journal local publia un article en première page sur la serviette, et du jour au lendemain, l'affaire des jumeaux Callahan revint au cœur de toutes les conversations, de tous les cafés, de toutes les tables de la ville. D'anciens camarades de classe ont raconté des bribes et des rumeurs qui persistaient depuis des décennies, mais qui n'avaient jamais refait surface jusqu'à présent. Certains se souvenaient d'une étrange voiture circulant sur le parking du centre de loisirs cette nuit-là. D'autres affirmaient avoir vu les jumeaux quitter la fête, ricanant et bras dessus bras dessous, prévoyant d'aller manger au restaurant ouvert toute la nuit. Mais comme toujours, les détails restaient flous et contradictoires, perdus dans la brume des années. L'inspecteur Ramirez, submergé par l'espoir et l'attente, concentra son équipe sur le local de stockage. Le propriétaire, George Miller, lui fournit des documents attestant que le local technique n'avait pas été utilisé depuis près de 20 ans. Une seule information retint son attention, environ un mois après la disparition des jumeaux, quelqu'un s'était inscrit pour récupérer des fournitures d'entretien. La signature était illisible, mais Miller se souvenait d'un homme arrivé tard le soir avec un sac de sport et reparti précipitamment. Il décrivit le visiteur comme étant âgé, bourru et anxieux. L'esprit de Ramirez se tourna vers Ray Carter, l'ancien agent d'entretien. Déterminé, Ramirez le confronta à nouveau, lui exposant les preuves, la serviette, le ruban adhésif, les archives de l'entrepôt. La façade de Ray se fissura. Il bégaya, transpirant malgré le froid, mais clama son innocence, ne démentant que brièvement et nerveusement. Après des heures d'interrogatoire, Ramirez repartit avec plus de questions que de réponses, la frustration était palpable. Pendant ce temps, Linda se sentait s'effondrer sous la pression de l'espoir. La serviette était devenue l'encre de son chagrin et de son désir. Elle s'y accrochait la nuit, imaginant Jennifer l'enrouler autour de ses épaules après une baignade. Frank observait depuis la porte, la culpabilité et l'impuissance le brûlant. Il voulait y croire, mais après tant de faux départs et d'impasses, l'espoir était devenu dangereux. La cassette VHS a également attiré l'attention d'experts extérieurs à Cedar Piney. Un podcast sur des faits divers a repris l'affaire, et les détectives amateurs en ligne se sont rapidement intéressés à la question. Quelqu'un a remarqué un motif de lumière étrange dans les images de la piscine, de minuscules reflets qui pourraient être ceux de lampadaires ou de phares de voiture. Ils ont supposé que quelqu'un avait observé, dans l'ombre, les jumeaux filmer leurs derniers instants. Un soir, Linda reçut un message d'un informateur anonyme. L'expéditeur prétendait être à la fête autour de la piscine et se souvenait avoir vu Jennifer et Jessica discuter avec un homme plus âgé près de la clôture après minuit. Le message était court et énigmatique, mais il bouleversa Linda. Elle le transmit à Ramirez, qui remonta le compte jusqu'à Allison Green, une ancienne maître nageuse ayant déménagé à l'autre bout du pays. Après un appel tendu, Allison avoua avoir toujours été inquiète à propos de cette nuit-là. Elle se souvenait de Ray Carter s'attardant sur le parking bien après la fin de son service, il fumait, faisait les 100 pas, sans quitter des yeux les jumeaux qui riaient et se filmaient avec la caméra VHS. Au fil du printemps, l'enquête a pris de l'ampleur. Des experts médico-légaux sont retournés au dépôt munis d'un géoradar et ont découvert une petite parcelle de terre remaniée derrière le bureau principal, preuve d'un trou comblé depuis longtemps. Les fouilles ont mis au jour d'autres vestiges, les brosses à cheveux des jumelles, une montre cassée, emballée dans du plastique, le journal intime de Jessica. Les inscriptions ont interrompu la soirée, se terminant par « Ce soir, c'est la dernière nuit où je serai juste un enfant ». Pour Linda et Frank, chaque nouvel indice rouvrait de vieilles blessures, mais apportait aussi l'espoir que l'histoire de leur fille soit enfin révélée. Pour l'inspecteur Ramirez, l'énigme commençait à se reconstituer, même si la dernière pièce, la plus importante, lui échappait encore, que s'était-il passé exactement après la fête, et pourquoi quelqu'un avait-il caché ses secrets pendant tant d'années? Les réponses semblaient proches ou douloureusement proches et tout le monde attendait, essoufflé, ce qui allait suivre. Il disait à quelqu'un de se dépêcher et de disparaître. Un autre a insisté sur le fait qu'il avait vu une ombre bouger au fond du parking tandis que les jumeaux sortaient du champ. Puis, une révélation, un ancien maître nageur nommé Darren, vivant aujourd'hui dans l'Oregon, se souvenait que Valérie Adams lui avait emprunté sa voiture le soir de la fête, la rendant tard et empestant le chlore et la boue.
Lorsqu'on lui demanda pourquoi, Valérie rit nerveusement et affirma qu'elle avait dû faire une course pour le patron. Personne ne s'en doutait à l'époque, tout le monde se faisait confiance, et personne n'imaginait une telle obscurité se cacher sous la surface de leur nuit d'été. L'inspecteur Ramirez a envoyé une équipe pour retrouver Valérie. Elle vivait dans une petite ville côtière et travaillait comme aide-soignante auprès de personnes âgées. Interrogée, elle a nié avoir eu connaissance de la disparition des jumeaux, mais ses mains tremblaient en parlant. Elle a demandé à plusieurs reprises si Ri avait enfin dit quelque chose. La pression montait, et la communauté attendait, tendue et impatiente d'avoir des nouvelles. Pendant ce temps, les experts médico-légaux continuaient d'analyser les objets retrouvés dans l'entrepôt et la fosse peu profonde située derrière. Des traces de sang, depuis longtemps effacées, ont été retrouvées sur la serviette. Des tests ADN étaient en cours, mais les résultats prendraient du temps. Linda et Frank vivaient en état d'immobilité, chaque sonnerie de téléphone ou coup à la porte menaçant de les briser à nouveau. À mesure que l'enquête progressait, un sentiment de vérité s'installait à Cedar Piney. Les secrets se dévoilaient, les alliances évoluaient, et la vérité, quelle qu'elle soit, semblait plus proche que jamais. Pour Linda, l'idée d'apprendre enfin ce qui était arrivé à Jennifer et Jessica apportait de l'espoir, mais aussi une profonde angoisse. La ville, autrefois sûre et familière, semblait désormais pleine d'ombre, chaque visage étant un témoin potentiel ou un gardien de secret. Ramirez savait que la prochaine étape serait décisive. Une confession supplémentaire, une preuve supplémentaire, pourrait mettre un terme à l'affaire ou déclencher une tempête que la ville avait évitée pendant près de 40 ans. La traque acharnée du détective Ramirez commença à porter ses fruits lorsqu'il repéra les rares personnes susceptibles de savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Les révélations concernant Valérie Adams firent des vagues dans la communauté. Beaucoup l'avaient presque oubliée, mais elle semblait désormais au cœur de tout. Le dernier épisode du podcast était consacré à son passé mystérieux, son départ soudain de Cedar Piney et la coïncidence glaçante de son emprunt de la voiture du maître-nageur ce soir-là. Des auditeurs de tout le pays ont commencé à soumettre des conseils et des théories. Des années plus tard, quelqu'un ayant travaillé avec Valérie se souvenait de l'avoir vue s'effondrer lors d'une fête du personnel après avoir trop bu de vin, sanglotant à propos des filles qui n'étaient jamais rentrées. Une autre se souvenait d'une cicatrice sur son bras, qu'elle prétendait avoir contractée à cause d'une échelle de piscine cassée. Ces fragments de souvenirs, anodins pendant des années, semblaient désormais empreints d'une connotation sinistre. Ramirez insista pour obtenir un entretien officiel avec Valérie et se rendit dans sa maison côtière. La rencontre fut tendue. Le salon de Valérie était encombré et sombre, l'air chargé d'odeurs de vieux journaux et de brises marines. Elle resta figée sur sa chaise, les yeux rivés sur une tasse de café ébréché, écoutant ses questions. Elle a nié savoir quoi que ce soit, mais à mesure que Ramirez exposait les preuves, le journal, la serviette, l'utilisation étrange de la voiture, les voix de fond sur la bande, ses défenses ont commencé à s'effondrer. Après des heures d'interrogatoire, Valérie a finalement pris la parole. « Je ne voulais blesser personne. J'ai juste fait ce que Ri m'a dit de faire. Il a dit que c'était une farce, que les filles retrouveraient leur chemin. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. » Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Ramirez insista pour obtenir des détails, mais elle ne voulut pas en dire plus, se contentant de répéter que Ray Carter avait orchestré quelque chose ce soir-là. Cet aveu a relancé les recherches pour retrouver Ri, qui menait une vie de transition depuis son départ de Cedar Piney au début des années 1990. Tandis que l'équipe de Ramirez cherchait des indices sur l'endroit où se trouvait Ray, l'analyse médico-légale de la serviette et du caméscope se poursuivait. De minuscules traces d'algues et de terre inhabituelles pour ce centre de loisirs suggéraient que les jumeaux avaient quitté les lieux, probablement de force, avant de disparaître définitivement. La tempête médiatique s'intensifia, attirant de nouveau l'attention nationale sur Cedar Piney. Les cases de reportage bordaient les rues tranquilles. Frank et Linda étaient assaillis de demandes d'interview, mais Linda les déclina toutes, passant son temps à relire le journal de Jessica et à contempler les quelques précieuses photos de ses filles, cherchant sur leur visage un signe qui lui aurait échappé. Pendant ce temps, l'équipe du podcast a fait une découverte stupéfiante. Dans un coin de la dernière image de la caméra,
juste avant que la bande ne s'éteigne, un faible reflet dans la vitre d'une piscine a capté la lumière, la silhouette d'un homme, large d'épaules et boitant comme d'habitude. L'horodatage a confirmé que c'était quelques instants avant la disparition des jumeaux. Ramirez a comparé la silhouette à de vieilles photos de l'équipe. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de Ray Carter. Alors que les recherches s'intensifiaient, une nouvelle vague de bénévoles a sillonné les vieilles propriétés et les sentiers boisés aux abords de la ville, à la recherche de tout signe de terre remaniée ou de preuves oubliées. Un groupe a déterré un cercueil rouillé et un bracelet à breloques sous les racines d'un arbre abattu depuis longtemps, non loin du centre de loisirs. Les initiales sur le bracelet correspondaient à celles de Jessica. La communauté retenait son souffle, tiraillée entre espoir et appréhension. Pour Linda et Frank, la douleur était constante, ni vraiment prêt à croire, ni capable de perdre espoir. Chaque nouvel indice rouvrait de vieilles blessures, mais promettait aussi la possibilité de connaître enfin la vérité. Alors que l'été cédait la place à l'automne, Cédar Pinet attendait. Détectives, journalistes et simples citoyens sentaient tous que l'affaire, longtemps restée silencieuse, était sur le point d'être enfin résolue. Mais la vérité étant si proche, la peur grandissait, l'histoire pourrait-elle un jour être révélée, ou un secret resterait-il enfoui à jamais, hors de portée de la lumière? Après les aveux partiels de Valérie et le reflet glaçant de Ray Carter dans la vitre de la piscine, l'affaire s'est accélérée. L'inspecteur Ramirez a travaillé jour et nuit, déterminé à retrouver Ray avant qu'il ne s'échappe à nouveau. Il a coordonné les services de police de 3 États, publiant un bulletin d'information et réinterrogeant tous les associés connus de Ray. L'intérêt du public a explosé lorsque le podcast a diffusé les paroles tremblantes de Valérie, provoquant des frissons chez les auditeurs du monde entier. Pendant ce temps, l'équipe médico-légale a redoublé d'efforts sur la caméra et la serviette, effectuant des tests poussés. Ils ont trouvé de faibles traces d'huile moteur et de produits chimiques pour peinture de bateaux rarement présents à la piscine, mais courants dans les hangars de stockage au bord du lac. Ce détail a déclenché une nouvelle vague de spéculation, les jumeaux auraient-ils pu être emmenés par bateau, leur destin étant lié à l'eau depuis toujours? De retour à Cédar Pinet, Linda se retrouva au cœur de la tourmente. Chaque jour, elle recevait des appels de journalistes, d'inconnus bien intentionnés et d'enquêteurs en ligne qui s'étaient penchés sur l'affaire. Bien qu'épuisée, elle gardait l'espoir que la vérité éclatait enfin. La nuit, elle repassait la bande récupérée, observant les sourires de ses filles figées à jamais sur une pellicule granuleuse, à la recherche d'un mouvement ou de mots qu'elle aurait pu manquer. L'inspecteur Ramirez a retracé les voies d'évacuation possibles depuis le centre de loisirs, se concentrant sur un quai isolé derrière la propriété, une zone depuis longtemps envahie par les mauvaises herbes et les broussailles. Il a fait appel à une équipe de recherche équipée d'un géoradar. Travaillant méticuleusement le long du rivage, c'est là qu'un détecteur de métaux a sonné. Enterré juste sous le limon, ils ont déterré un trousseau de clés estampillées du logo du centre de loisirs de la ville et, plus effrayant encore, un sifflet en plastique délavé appartenant à Ray Carter. La nouvelle de la découverte déclencha une véritable frénésie. Ramirez insista auprès de Valérie, mais elle était terrifiée, affirmant que Ray l'avait menacée si jamais elle racontait à qui que ce soit ce qui s'était réellement passé. Il a dit que le lac engloutirait des secrets, murmura-t-elle en regardant par la fenêtre les vagues au loin. Les auditeurs du podcast ont épluché de vieilles photos et vidéos personnelles de la soirée piscine. Une habitante du coin, visionnant les enregistrements de son père, a envoyé une image floue mais reconnaissable entre toutes, Jessica et Jem, main dans la main, marchant vers la clôture arrière de la propriété, Ray Carter les suivant de quelques pas. En ratissant les abords du quai, la police a découvert les traces d'une vieille cale et de planches de bois pourries, dont les traces correspondaient aux fragments de peinture de la serviette. La possibilité que les jumeaux aient été emmenés sur un bateau ou un bateau jamais retrouvé lors des recherches initiales était désormais une réalité terrifiante. Linda et Frank, le cœur serré, furent appelés au bord du lac. L'inspecteur Ramirez expliqua ce qu'ils avaient découvert d'une voix douce mais grave. Linda s'agenouilla au bord de l'eau, le visage ruisselant de larmes, serrant le sifflet et les clés retrouvées. Pour la première fois, elle sentit le poids de la faim peser sur la douleur de l'espoir. Pourtant, même si l'enquête s'accélérait, Ray Carter restait un fantôme.
Les rapports arrivaient au compte-gouttes de villes lointaines et de postes frontières, mais ils semblaient toujours avoir une longueur d'avance. La ville de Cedar-Piney était divisée, certains croyaient que la justice était enfin à portée de main, tandis que d'autres murmuraient que certaines vérités pourraient ne jamais faire surface. Alors que l'automne s'installait et que les feuilles recouvraient la ville silencieuse, l'attention passa de l'espoir désespéré à la sombre commémoration. Un mémorial fut érigé près du lac, des bougies et des fleurs y furent déposées en hommage aux jumelles disparues. Mais pour l'inspecteur Ramirez et Linda, l'affaire n'était pas encore terminée. Une dernière question les hantait tous deux, si Ray Carter était vivant, portait-il encore des secrets, et saurait-il un jour ce qui s'était réellement passé le soir de la fête au bord de la piscine, lorsque deux vies radieuses s'étaient évanouies dans l'obscurité et que le lac s'était mis à murmurer ses secrets au vent. Un mois s'est écoulé sans aucune nouvelle de Ray Carter, et l'histoire des jumeaux disparus a continué de passionner Cedar-Piney et de se propager bien au-delà. Les médias nationaux ont publié des articles sur l'affaire et les forums en ligne ont décortiqué chaque nouvelle preuve. L'inspecteur Ramirez a refusé de laisser l'affaire se terminer à nouveau. Il a sollicité l'aide de la cellule des affaires non résolues de l'État et a fait appel à un profileur criminel spécialisé dans les enlèvements impliquant des membres de confiance de la communauté. Le profileur a examiné la chronologie, les aveux de Valérie et tous les éléments de preuve disponibles, concluant que Ray avait probablement aidé quelqu'un qui connaissait les voies navigables locales et aurait pu se débarrasser d'un bateau ou l'aider à disparaître après cette nuit-là. Linda, quant à elle, est devenue une enquêtrice officieuse à part entière. Elle a passé des heures à lire les commentaires des derniers épisodes du podcast, à suivre les rumeurs et à contacter des personnes prétendant détenir des informations. Certaines cherchaient à attirer l'attention, mais quelques pistes ont fait battre son cœur. Un message provenait d'un ancien concierge de nuit du centre de loisirs qui se souvenait avoir vu Ray quitter le bâtiment après la fête avec un lourd sac de sport. Un autre renseignement indiquait qu'une barque usée par les intempéries correspondant à la description des traces de peinture était garée sur un quai privé à quelques kilomètres au large, abandonnée et sans identification depuis des années. Alors que l'enquête se concentrait sur un autre sujet, les autorités commencèrent à draguer des parties du lac, à la recherche d'indices depuis longtemps perdus dans les profondeurs. Un matin, des plongeurs remontèrent à la surface avec un vieux sac à dos en toile lestée de pierre. À l'intérieur, ils trouvèrent deux paires de baskets, celles de Jessica et Jem, comme le confirmaient leurs initiales gravées en zinc sur les semelles intérieures. La découverte fut bouleversante, mais aussi galvanisante. Pour Linda, c'était un morceau du retour de ses filles, pour Ramirez, c'était une nouvelle preuve que Ray avait jeté des preuves dans l'eau et peut-être les jumelles elles-mêmes. La ville a réagi avec un mélange de chagrin et de détermination farouche. Des veillées aux chandelles ont bordé le lac, et des rubans bleus sont apparus sur les portes et les panneaux de rue au symbole silencieux de l'espoir que justice soit enfin rendue. Des animateurs de podcast ont interviewé des experts médico-légaux et d'anciens détectives, reconstituant une chronologie qui pointait désormais directement vers Ray Carter et peut-être un complice. Puis, une révélation inattendue est venue d'une source inattendue, un jeune journaliste local, en consultant les registres fonciers du centre de loisirs, a découvert que le cousin de Ray Carter possédait un hangar à bateaux non loin de l'endroit où les baskets avaient été retrouvées. La propriété n'avait jamais été perquisitionnée, Ray avait gardé le lien secret. L'inspecteur Ramirez a immédiatement obtenu un mandat. À l'intérieur du hangar à bateaux, ils ont trouvé des morceaux de serviettes déchirées correspondant aux fibres de la serviette de piscine récupérée, un serre-tête pour enfants et une vieille batterie de caméscope correspondant au modèle utilisé par les jumeaux cette nuit-là. Linda observait les recherches depuis sa voiture, serrant contre elle une photo décolorée de ses filles lors de leur dernier anniversaire ensemble. Elle ressentait un mélange d'angoisse et de soulagement. Chaque nouvel indice resserrait les mailles du filet autour de Ray, mais cela signifiait aussi revivre sans cesse la douleur de la perte. À la fin de l'automne, la pression était insupportable. La police publia une nouvelle photo de Ray Carter, vieilli par le temps, et annonça une récompense de $100 000 pour toute information menant à son arrestation. Les informations affluèrent de tout le pays. Pour la première fois en 18 ans, les réponses semblaient à portée de main. Et malgré tout cela, le lac demeura immobile et silencieux, gardant ses secrets sous un voile de brume automnale, tandis que les habitants de Cedar-Piney attendaient,
le cœur lourd mais l'espoir ravivé, que la vérité éclate enfin. Le tournant arriva début novembre, lorsqu'un pêcheur à la retraite nommé Bill Hawthorne contacta la ligne d'assistance. Il vivait seul de l'autre côté du lac, bien loin des lieux de baignade prisés, et sa mémoire était vive malgré son âge. Bill se souvenait d'une nuit de fin juin, 18 ans plus tôt, où il avait vu des phares s'approcher de la marina abandonnée bien après minuit. Par sa fenêtre, il observait un homme qu'il reconnaissait maintenant aux informations comme étant Ray Carter qui peinait à décharger un objet lourd du coffre d'une voiture. Bill se souvenait de ses regards nerveux, de sa rapidité d'exécution et du faible vrombissement du moteur d'un petit bateau s'enfonçant dans l'obscurité. À l'époque, Bill n'y avait pas prêté attention. La marina était parfois utilisée par les habitants pour des parties de pêche nocturne, bien qu'elle fût officiellement fermée depuis des années. Mais désormais, les détails comptaient. Il décrivit la scène à l'inspecteur Ramirez avec une minutie méticuleuse, se souvenant même d'un cliquetis métallique distinct et d'un éclaboussement, comme si quelque chose de gros et de solide avait été jeté par-dessus bord. Ramirez organisa immédiatement des recherches ciblées dans la marina abandonnée et les eaux environnantes. À l'aide d'un sonar latéral et de caméras sous-marines, les plongeurs commencèrent à ratisser la vase et les débris emmêlés près des vieux quais. Les jours passèrent sans résultat, mais, coincés au plus profond de la vase, ils trouvèrent quelque chose, un casier métallique abîmé et rouillé, dont la serrure était corrodée par le temps et l'eau. L'ouverture du casier a provoqué une onde de choc au sein de l'enquête. À l'intérieur se trouvaient 2 serviettes de piscine imbibées d'eau, portant le logo du centre de loisirs Cedar Piney, quelques photos polaroïdes de la fête à la piscine, la plupart abîmées par l'eau, mais quelques-unes encore reconnaissables, et une cassette VHS dans un boîtier en plastique portant l'inscription « 22 juin 1987 ». Les mains de Linda tremblaient tandis qu'elle observait les enquêteurs manipuler soigneusement les objets. L'espace d'un instant, ce fut comme si l'air avait été aspiré. Les experts médico-légaux séchèrent et restaurèrent minutieusement la bande. Lorsqu'ils la visionnèrent, une foule silencieuse se rassembla au commissariat. L'écran s'alluma, montrant Jem et Jessica à la fête riant entre amis, barbotant dans la piscine, saluant la caméra, vêtus de robes d'été assorties. L'espace d'une brève seconde, Ray Carter apparut en arrière-plan, le visage à moitié tourné vers l'objectif, les yeux rivés sur les filles. L'image s'arrêta brusquement juste avant minuit. Pour Linda, la vidéo était un cadeau et un supplice. Elle a vu ses filles vivantes, vibrantes de vie, figées dans le temps quelques heures seulement avant leur disparition. La communauté était sous le choc. La découverte a ravivé l'attention de la presse et la vidéo a fait la une des journaux nationaux. L'affaire n'était plus seulement une tragédie locale, elle est devenue un cri de ralliement pour les enfants disparus du monde entier. L'inspecteur Ramirez a apporté la cassette et d'autres preuves au FBI. Une nouvelle technologie leur a permis d'améliorer numériquement les images, révélant des détails jusque-là inconnus. Un reflet dans une fenêtre montrait une autre personne que la police n'avait jamais identifiée ou se tenant près de Ray. La recherche de ce mystérieux personnage et de Ray Carter lui-même a pris une urgence accrue. Pour Linda, chaque jour était synonyme d'agonie et d'espoir. Mais à mesure que les feuilles changeaient de couleur et que le froid revenait sur Cedar Piney, une évidence s'imposait, le passé refait surface et la vérité, longtemps enfouie, refait enfin surface. Ramirez a appelé Linda au poste. Les enquêteurs avaient découvert un élément crucial dans la vidéo, une image fugace sur le disque montrait les jumelles sur le siège passager de la voiture de Ray Carter, horodatée après minuit. C'était enfin la preuve que les filles avaient quitté la fête en vie et que Ray était la dernière personne vue avec elles. Pour Linda, ces preuves furent à la fois accablantes et réconfortantes. Elles ne répondirent pas à toutes les questions et ne ramenèrent pas ses filles à la maison, mais elles mirent fin à des années de doutes, de murmures, de doutes quant à savoir si, d'une manière ou d'une autre, elle aurait pu changer les choses. Et tandis que l'enquête avançait à grands pas, alimentée par de nouvelles preuves et la détermination inébranlable de l'amour d'une mère, il semblait qu'après toutes ces années, la vérité pourrait enfin être à portée de main. Les jours suivants apportèrent une vague d'activité sans précédent à Cedar Piney depuis la disparition des jumeaux. Une équipe spéciale fut formée pour rechercher Ray Carter, retrouvant d'anciens amis, employeurs et parents éloignés. L'ancien hangar à bateaux où Ray travaillait fut fouillé à la recherche d'indices,
tandis que des plongeurs balayaient une dernière fois les eaux troubles de la marina, espérant la fermeture qui avait si longtemps échappé à la ville. Pendant ce temps, la vidéo continuait de révéler de nouvelles informations. Grâce à une technologie inimaginable dans les années 80, les analystes médico-légaux ont amplifié les bruits de fond de la bande et capté des fragments d'une conversation paniquée, la voix de Ray, inimitable, exhortant les filles à se taire. Le bref éclair de phare et un éclaboussement suggéraient que les jumelles avaient été embarquées de force sur une petite embarcation, emmenées à la faveur de l'obscurité, et qu'elles n'avaient peut-être jamais regagné le rivage. Bien que déchirants, ces détails ont finalement permis de construire un récit cohérent après des années de rumeurs et de spéculations. Un déclic s'est produit lorsqu'un camionneur a signalé avoir vu une personne correspondant à la description de Ray Carter dans une station-service isolée du Nouveau-Mexique. Les autorités ont réagi rapidement et, en quelques jours, Ray a été retrouvé vivant sous un faux nom dans une caravane aux abords d'une ville du désert. Il a été arrêté sans incident et extradé vers Cedar Piney, où la nouvelle a provoqué une onde de choc dans la communauté. Ray a d'abord clamé son innocence, mais interrogé, confronté à la vidéo et aux témoignages de Vanessa, son histoire s'est déchiffrée. Il a admis avoir chassé les filles de la fête après qu'elles ont menacé de dénoncer ses avances inappropriées. Pris de panique, il les a emmenées à la marina, espérant les faire taire par la peur, mais lorsqu'une des jumelles a tenté de s'enfuir, il l'a poursuivie, s'est emporté et la situation a dégénéré. Ray a avoué avoir jeté des preuves dans le lac, mais n'a jamais pleinement expliqué ce qui s'est passé ensuite, laissant une ambiguïté obsédante qui allait perdurer pendant des années. Pour Linda et le reste de la famille des jumelles, cette confession apporta à la fois soulagement et chagrin renouvelé. Pas de fin hollywoodienne, pas de retrouvailles miraculeuses, mais la brutale vérité remplaça l'interminable incertitude par une sorte de paix. Linda se tenait au bord du lac où ses filles avaient été vues pour la dernière fois, une bougie à la main à l'aube, entourée des habitants qui l'avaient accompagnée tout au long de ce voyage. Le soleil se leva doucement sur Cedar Piney, doré et doux, et pour la première fois depuis près de 20 ans, Linda sentit le poids de l'incertitude s'envoler de ses épaules. L'histoire de Jem et Jessica est devenue plus qu'une tragédie locale, c'était un récit de résilience, de la persistance de l'amour maternel et du refus d'une ville d'oublier ses enfants disparus. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition des filles, les habitants de Cedar Piney se réunissaient au bord du lac aujourd'hui rebaptisé Twin Piney Memorial Park pour se souvenir et espérer que même dans les mystères les plus sombres, la lumière peut percer. Ainsi, la vérité enfin révélée, la communauté a commencé à guérir. L'affaire des jumelles disparues, autrefois une blessure douloureuse, est devenue un témoignage de la force que l'on trouve dans l'unité, l'espoir et la détermination inébranlable à obtenir justice, quel que soit le temps nécessaire.